Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofi, qui est avec nous tous les 2 mois. Première rencontre de l'année, première rencontre qui n'a pas été située au hasard. Nous sommes donc début février. Il y a cela quelques jours, il y avait les décisions des banques centrales, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE. On commence, Florent, par la BCE. Baisse des taux de 0,25%. Pas vraiment une surprise? Pas de surprise. Aucune surprise, c'était attendu, c'était à la fois dans les cours de marché et puis aussi dans le discours d'une certaine manière. Donc vous vous souvenez la dernière fois, notre discours, j'ai envie de dire notre discours depuis déjà plusieurs trimestres maintenant, c'était de dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, se devait d'agir par nécessité. Ouais, vous étiez à une certaine époque bien plus enthousiaste que le marché dans les baisses de taux. Oui. Alors il y a pour être tout à fait transparent, à un moment donné, on anticipait 5 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024. Et finalement, c'est 4 baisses de taux qu'il y a eu, donc on y était presque. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet important, c'est l'annonce de la baisse, qui était finalement clairement attendue pour tout le monde, le discours de Christine Lagarde, ou est-ce que ce qui est important pour l'année 2025, c'est le point d'atterrissage? Bref, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce qui est le plus important à mon sens, c'est effectivement ce dernier point, à savoir lorsque l'on va s'arrêter. Et à ce titre, le discours de Christine Lagarde n'a pas nécessairement été très bon, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas véritablement d'indication. On a une banque centrale européenne qui demeure dépendante aux données, je dirais même addict aux données, et de ce point de vue-là, ça donne assez peu de visibilité. Alors nous, notre point de vue, là, il n'a pas changé sur la question. Vous vous souvenez, en mois de novembre, on indiquait qu'effectivement, on était encore une fois un petit peu moins enthousiaste que le marché, cette fois-ci dans l'autre sens, où l'on se disait qu'effectivement, il y avait une probabilité, selon nous, encore une fois, assez faible que le taux de facilité de dépôt de la BCE tombe en dessous de 2%. Depuis, le marché a révisé un petit peu ses anticipations et se colle à peu près aux nôtres, si je puis dire. Et dans le discours de Christine Lagarde, tout porte à croire qu'effectivement, il va y avoir un tout petit peu plus de prudence pour la suite des baisses de taux. Mais néanmoins, nous, on attend encore 2 baisses de taux sur les 2 prochaines réunions. D'accord, 2 baisses de taux sur les 2 prochaines réunions. Les arguments, c'est quoi? On a réussi à rentrer l'inflation dans le tube. Et c'était l'un des arguments que vous m'aviez donné la dernière fois. Vous avez une tendance à être plus optimiste que la moyenne sur la croissance européenne. En effet. Alors, à la fois sur la désinflation, nous étions optimistes, et désormais, nous sommes plus optimistes que le consensus sur la croissance économique, en effet. On attend un redressement conjoncturel en 2025 pour la zone euro. Alors, pour le moment, il n'a pas encore eu lieu, mais on perçoit les ferments d'une reprise en zone euro. Le premier élément, c'est la consommation des ménages. Il y a quelques indicateurs qui nous montrent que ça va repartir. D'une part parce que les revenus réels des ménages sont en augmentation, et donc ça va donner des gains de pouvoir d'achat. Ensuite, les baisses de taux et les conditions financières qui se détendent un petit peu du côté des banques commerciales, ça veut dire aussi plus de dépenses d'investissement, à la fois du côté des ménages, mais aussi des entreprises. Et puis il y a un troisième élément qu'on évoquera peut-être, je ne sais pas, dans nos discussions, c'est la question de l'autonomie stratégique de la zone euro. Et vous avez un certain nombre de plans qui ont d'ailleurs été annoncés ces derniers jours, en tout cas des... Vous trouvez que la boussole de von der Leyen vous éclaire? Alors, je ne dirais pas ça, mais disons que ce qui est important, c'est le discours et la volonté. Je pense que sur les marchés financiers et aussi pour les agents économiques, d'une certaine manière, on a besoin d'une forme de visibilité, et puis on a besoin aussi d'un sentiment d'aller vers l'avant. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Du côté des Allemands, typiquement, on perçoit que il y a peut-être des volontés de faire un petit peu moins d'orthodoxie budgétaire. Vous avez mentionné la boussole de la compétitivité de la Commission européenne. Il y a aussi des choses qui ont été dites sur l'intelligence artificielle. On a des plans de défense, on a des réflexions sur pas mal de choses en zone euro. Et donc tout ça sont des éléments qui nous laissent à penser qu'effectivement, on va vers plus d'autonomie stratégique en zone euro. Et donc ça, c'est plutôt pro-dépenses d'investissement et donc un peu plus pro-croissance. Ok, donc grosso modo, 2 baisses, ça veut dire que vous êtes un peu moins optimiste sur les baisses de taux que le marché. Oui, parce qu'on s'achemine vers ce fameux point d'atterrissage qui correspond au point d'équilibre qu'on cherche, qu'on va y arriver à tâtonnant, mais effectivement, c'est l'idée. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. Fed, ça n'a pas bougé. Sans surprise, là aussi? Sans surprise, c'est aussi très cohérent avec les discours, mais aussi avec les données économiques qui nous sont parvenues depuis, c'est-à-dire un peu plus d'inflation, ou en tout cas une inflation qui ne baisse pas tant que cela, une croissance économique très forte et un marché de l'emploi qui s'est stabilisé à la baisse, on va dire, ou dans son ralentissement. Et donc tout ça, effectivement, milite pour que la Fed ait passé son tour sur le mois de janvier. Comment on gère le dossier Trump quand on est économiste et qu'on fait de la prévision? Est-ce qu'on considère qu'il va appliquer son programme?
Est-ce qu'on considère qu'il faut tous ces éléments-là les considérer comme étant des inconnus? On a vu sur la situation mexicaine, je te mets des droits de douane, je te les retire pendant un mois. Aujourd'hui, on se dit quoi? Parce que ça a quand même quelques petites incidences à la fois sur l'inflation, à la fois sur le commerce mondial. Comment on gère le 4 quand on est économiste? On ne le gère pas, hein, il est ingérable. Par définition, non, l'homme est imprévisible. Les tarifs douaniers, c'est intéressant. Enfin, les droits de douane, c'est intéressant. C'est-à-dire nous, on a toujours perçu ça, même avant l'investiture, comme étant une arme de négociation. C'est-à-dire qu'il a envie d'obtenir des choses de la part de ses alliés, on va dire, et il les obtient, en les menaçant, en disant « je vais appliquer des droits de douane ». Ce qui s'est passé durant le week-end est assez intéressant et assez en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il signe un décret pour une application de droits de douane, mais avec finalement quelques jours de décalage par rapport à sa mise en application, ce qui lui laisse le temps d'appeler les différents chefs d'État et puis d'obtenir ce qu'il a envie. En réalité, les raisons qu'il a invoquées pour mettre en place ces droits de douane, c'était la fameuse arrivée de médicaments qu'on appelle fentanyl, donc une forme de crise sanitaire aux États-Unis. Premier élément. Deuxième élément, c'est le contrôle des frontières. C'est sur ces éléments-là en partie qu'il a été élu aux États-Unis, et donc il a besoin aussi de montrer à ses électeurs qu'il est en mouvement et qu'il obtient ce qu'il a envie d'obtenir. Et pour le coup, il a plutôt réussi son coup et il a mis en pause les droits de douane. Donc quand on est économiste, on se dit qu'effectivement c'est plus d'inflation et moins de croissance, à la fois pour les États-Unis et pour le monde, mais s'ils ne sont pas appliqués, on fait comme si de rien n'était, d'une certaine manière. Néanmoins, l'incertitude que tout cela engendre n'est pas bon pour les entreprises, pour leur volonté, leurs incitations à investir, etc. Là encore, dans la façon de travailler de l'économiste, comment on traite l'indépendance de Jérôme Powell? Parce que là aussi, je vous poserai après la question du point d'atterrissage de ce que vous voyez sur les taux courts américains. Est-ce qu'on se dit que Powell va travailler sous contrainte? Est-ce qu'on se dit que Powell va travailler librement? Alors, en 2025, alors l'expression peut faire sourire, mais Jérôme Powell va devoir résister et prouver qu'il existe. D'une certaine manière, puisqu'effectivement, on a en face de lui un président qui est imprévisible, on vient de le dire, et surtout qui a une volonté de... On n'a pas parlé des baisses de taxes, mais ça c'est plutôt pro-creusement du déficit. On a un président qui potentiellement a le pouvoir d'augmenter l'inflation d'un seul coup. Et donc quand on est Jérôme Powell et que l'on observe tout ça, on se dit est-ce que l'inflation va augmenter, est-ce qu'elle va baisser? On est dans un monde où la croissance économique aux États-Unis est très forte. Et donc effectivement, il faut qu'il bataille pour son indépendance. Et d'autre part, pendant la campagne, c'était très clair, on avait Donald Trump qui disait il faut d'une certaine manière mettre sous tutelle la Fed, elle doit baisser ses taux parce que les taux sont trop élevés, l'inflation, enfin il parlait beaucoup, et puis finalement ce qu'on envisageait, c'était qu'effectivement il était pro-baisse de taux. Mais alors là, il m'a surpris durant le week-end, puisqu'il y a quelque chose qui est passé totalement inaperçu, c'est qu'il a commenté la décision de la Fed du mois de janvier en disant que finalement la Fed avait eu raison de laisser ses taux inchangés. Alors là, est-ce que la Fed va laisser ses taux inchangés ou est-ce que vous pensez qu'elle va les baisser en 2025? Je pense qu'on est toujours dans le même schéma que 2024, c'est-à-dire qu'on est face à un ajustement de politique monétaire, toujours. Et donc, à notre sens, la Fed va procéder à des baisses tactiques. Tactiques parce que le marché de l'emploi, contrairement à ce que le marché le marché a totalement balayé l'idée que le marché de l'emploi puisse encore se dégrader. On considère que le marché de l'emploi est très fort, qu'il est même en voie de réaccélération. Nous, c'est encore une fois pas tout à fait notre lecture. On est plutôt dans quelque chose d'assez instable encore. Et donc, la moindre donnée économique de l'emploi qui est un petit peu chahutée pourrait donner du crédit à une baisse de taux du côté de la Fed. Donc, plutôt des baisses tactiques, contrairement à la BCE où il y a encore un peu d'urgence. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes contrariant sur la vision économique européenne en étant plus croissance que le consensus, et vous êtes contrariant sur la situation américaine en étant plus négatif sur le marché de l'emploi que le consensus. On est moins contrariant qu'en 2024 quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le marché qui nous paraissent bien pricées. Quel impact sur les taux longs? Ça va bouger ou finalement ça va être calme? Sur les taux longs, sans surprise, il ne faut pas s'attendre à des détentes extraordinaires. Alors là, il y a beaucoup de volatilité. Là, ces derniers temps, ça monte beaucoup, ça diminue pas mal. Bon, grosso modo, on est sur du 4,5 sur le taux à 10 ans américain actuellement. Au moment où on se parle, il n'y a pas de raison de penser que ça va baisser énormément. Donc ça veut dire que sur une année complète, si on parle de la classe d'actifs obligataires dans un portefeuille, c'est-à-dire qu'en termes de... On va faire le portage.
de performance attendue, voilà, on a moins de possibilités en termes de détente et il y a plus de portage, en effet. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation d'actifs dans cet environnement-là? On se dit que 2025, ça va être une année cool et va être une année favorable aux actifs risqués? C'est jamais des années cool sur le marché. Il y a toujours quelque chose qui se passe. En revanche, on est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que sur la fin d'année dernière, on avait plutôt une posture pro-actifs risqués. On l'est toujours. Et dès la fin de l'année dernière, d'ailleurs, nous étions un peu plus enclins à privilégier les actions de la zone euro, les actions européennes dans leur ensemble. Okay. Et force est de constater que depuis le début de l'année, il y a quand même une surperformance des actions européennes vis-à-vis des actions américaines, qui elles sont très chères, et aussi parce que finalement, Donald Trump, et on y revient, n'a pas appliqué les droits de douane qu'il avait promis à la zone euro. Et aussi parce qu'on attend un redressement conjoncturel un petit peu plus fort que le consensus pour la zone euro. Donc tout ça nous laisse à penser qu'il y a encore du potentiel sur les actions. Merci beaucoup Florent Vabon d'avoir été avec nous. Justement, on continue avec le bilan des marchés. Tout de suite, c'est le point marché.